Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans l'Afrique en mouvement, l'émission qui met en lumière les initiatives visant l'émergence du continent africain. Le point de l'actu et le best-of sont les deux grandes parties de ce rendez-vous d'information. Bienvenue à tous et à toutes sur Medi 1 TV Afrique. Nous ouvrons cette émission avec la santé. Aucun Marocain vivant en Chine n'a été contaminé par le coronavirus. C'est ce qu'a confirmé l'ambassadeur du Royaume en Chine. Mais l'ambassade recommande toutefois de suivre de manière scrupuleuse les consignes de sécurité émises par les autorités chinoises. Les développements avec Noa Bazir. Aucun ressortissant marocain vivant en Chine n'est contaminé par le coronavirus. Afin de faire le point sur l'état d'avancement de l'épidémie, une conférence de presse a eu lieu à l'ambassade de Chine à Rabat. Les relations maroco-chinoises mettent l'accent sur la transparence de la coopération entre les deux pays. Devant une épidémie qui touche son pays depuis presque 6 semaines, l'ambassadeur chinois est clair. Il n'est pas question de tomber dans l'instrumentalisation médiatique du virus, mais il s'agit d'abord de sauver des vies humaines. Le premier message que je tiens à vous faire passer, c'est qu'actuellement, la situation est en train de se maîtriser. Et donc, on a encore des cas confirmés, mais je crois que ces derniers temps, le cas de guérison est allé beaucoup plus vite que le cas de décès. Et je crois, à mesure de temps, on a la confiance de maîtriser la propagation de ce virus-là. Au Maroc, de nombreuses mesures ont été prises pour empêcher le virus d'atteindre la population. À ce jour, aucun cas de contamination effective n'a été enregistré sur le territoire national. 9 cas probables ont été mis sous observation. Nous avons reçu 18 signalements. Sur les 18 signalements, le centre de KNOUSP a effectué les mesures nécessaires pour s'assurer de la véracité du cas probable ou cas à éliminer. Sur les 18, nous avons éliminé 9 parce qu'elles ne répondaient pas à la définition. Je rappelle juste que la définition, elle comprend 3 éléments, à savoir la fièvre, le signe respiratoire et la notion de voyage dans une zone donnée. Sur les 9 restants, les examens ont été réalisés et les 9 ont été déclarés négatifs. En Chine, les régions les plus touchées font l'objet d'un traitement particulier pour endiguer cette épidémie. Des scientifiques des 4 coins du monde sont mobilisés pour accélérer le développement du vaccin et de médicaments efficaces contre le virus. Sur le même sujet, au Mali, les membres du réseau ouest-africain de lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme ont tenu leur 3e réunion annuelle à Bamako. Ils aussi réfléchissent à des solutions à apporter aux maladies au niveau de la propagation rapide. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko. Autonomiser les institutions de recherche clinique africaines à travers des capacités, le partenariat et réseautage, voilà à quoi vont s'atteler les chercheurs venus de 11 pays d'Afrique et d'Europe pendant 72 heures. Dédié à la lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme, le réseau a tissé des partenariats en vue de mettre de façon concrète les résultats des recherches cliniques à la disposition des populations. L'idée, c'était de former justement des Africains pour être en mesure de mener des essais cliniques sur ces maladies liées à la pauvreté pour que les médicaments puissent être testés, être évalués et s'ils sont efficaces, être mis à la disposition de ces populations. Éminent chercheur, décédé il y a peu, cette édition a été dédiée au professeur Ogobara Dumbo pour ses résultats dans la lutte contre le paludisme. Cet héritage est un héritage soutenu. Soutenu pas que par moi, mais par toute une population engagée derrière ces œuvres et je pense que ces œuvres ne seront pas vaines. Cette réunion était aussi l'occasion de poser le débat autour du coronavirus dont le continent africain a déjà accueilli quelques cas suspects. Les mêmes équipements, les mêmes techniques de laboratoire qui permettent de diagnostiquer le virus Ebola, c'est les mêmes équipements qui vont permettre de diagnostiquer le coronavirus, le nCoV qui est en Chine aujourd'hui. En un mot, nous sommes prêts aujourd'hui. Au Mali, nous sommes prêts, on est capable depuis 2 jours. Nous avons mis en place les techniques qui permettent de détecter le coronavirus au laboratoire CEREFO à la faculté de médecine. Il faut noter que l'épidémie Crimée-Congo, déclarée au centre du pays, dans la région
de Mopti a déjà fait 7 morts. Les initiatives se multiplient pour trouver un remède et protéger les populations. L'Institut Pasteur de Dakar a reçu des experts de 15 pays du continent. Cet institut a été désigné par l'Union africaine comme un des 2 centres de référence en Afrique pour la détection du coronavirus. Anissa Araou. L'Afrique est pour l'heure épargnée par le coronavirus, mais les gouvernements du continent ont renforcé les mesures de prévention, notamment dans les ports et les aéroports. Pouvoir compter sur des diagnostics rapides et fiables sera essentiel en cas de suspicion, mais tous les pays africains ne disposent pas des capacités adéquates. À Dakar, des scientifiques travaillent depuis plusieurs jours sur la nouvelle épidémie de coronavirus dans des laboratoires sécurisés. Ils se sont réunis pour un séminaire afin de mettre en place une feuille de route. On a fait des recommandations par rapport à quelle technique doit être utilisée pour la détection. La deuxième recommandation qu'on a pu faire est de nous organiser autour d'un forum et un certain nombre d'échanges pour tout ce qui concerne les informations qui doivent circuler, les échantillons qui doivent circuler entre nous, mais aussi la façon que nous devons nous organiser pour qu'au fur et à mesure que l'épidémie se déploie, qu'on puisse être en mesure de la contrer. Donc ça, ce sont 2 éléments importants. Et troisièmement, de voir comment, à travers ce mécanisme, nous pouvons régulièrement nous tenir informés. 3 prélèvements suspects en provenance d'autres pays d'Afrique sont arrivés à Dakar. Ils se sont tous avérés négatifs. Pendant 3 jours, des experts venus d'Éthiopie, d'Afrique du Sud, du Ghana, de Zambie ou encore de Côte d'Ivoire ont échangé avec leurs collègues du Sénégal. Après ce séminaire co-organisé par l'Institut Pasteur et les centres de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine, une formation pratique aux techniques de détection du nouveau virus sera organisée. D'autres réunions sont prévues dans d'autres pays. Objectif, créer un réseau pour continuer à suivre l'évolution de ce virus. Autre chose à présent, Agadir dispose désormais d'une infrastructure pour accueillir et encourager les entrepreneurs. C'est grâce à la Cité de l'innovation inaugurée par le roi Mohamed VI jeudi dernier. Elle assure aussi une mission d'orientation pour les porteurs de projets. Les détails dans ce reportage de Faïssa Labrouche sur un récit d'Ala Benani. La Cité de l'innovation Sousmassa est le melting pot par excellence des étudiants, chercheurs, investisseurs et porteurs de projets. Nordin est titulaire d'une licence en sciences mathématiques et de l'informatique. Il est auto-entrepreneur et porteur d'une idée relative à la programmation. Il a fait le trajet depuis Oulad Barhil afin de s'informer sur la faisabilité de son projet au pôle Réseau Entreprendre. En tant qu'auto-entrepreneur, j'ai envie de transformer ma petite idée en une entreprise prometteuse. Je suis ici pour avoir toutes les informations relatives à mon projet et pour savoir comment faire pour le faire aboutir. Réseau Entreprendre est un réseau international. C'est un réseau qui est sur 8 villes. Nous sommes présents au Maroc depuis à peu près 10 ans. Nous finançons à peu près 100 entreprises par an et nous leur accordons un prêt d'honneur avec un taux de remboursement de 0%. Un prêt d'honneur qui peut aller de 100 000 dirhams jusqu'à 700 000 dirhams et un accompagnement de 4 ans avec 2 objectifs à réaliser. Le premier objectif, c'est la création de l'emploi, parce que le porteur de projet doit impérativement créer 3 à 5 postes d'emploi. Et le deuxième objectif, c'est de rejeter complètement l'informel. En plus d'encourager l'esprit entrepreneurial et la création de start-up innovantes, cet espace regroupe un nombre important d'entreprises opérant dans divers secteurs, dont les énergies renouvelables, la technologie, l'industrie et l'agriculture. La Cité de l'innovation met également à disposition des chercheurs de la région des laboratoires. C'est le cas de l'Industrie Lab. Le laboratoire Industrie Lab met à disposition de toute entreprise tous les jeunes qui vont exploiter le matériel qu'on dispose ici, de faire leur expérience, de faire leur recherche et bien sûr d'explorer et d'utiliser au mieux possible le matériel qu'on dispose ici. La Cité de l'innovation s'inscrit dans le cadre de la déclinaison régionale du plan d'accélération industrielle. Sa réalisation a nécessité un budget global de 42 millions de dirhams. Ce projet promeut la complémentarité entre le monde de l'entrepreneuriat et celui de la recherche scientifique. Cet établissement a également pour objectif d'accompagner les entreprises émergentes pour la création d'emplois.
Toujours au Maroc, rendons-nous dans la région de Souss Massadra où l'association marocaine des producteurs et exportateurs de fruits et légumes a créé un centre du transfert des technologies, une base de données destinée à aider producteurs, exportateurs et entrepreneurs. Le récit de Sol Jalil. À première vue, on se croirait dans une exploitation de tomates. Il s'agit pourtant d'un centre de transfert de technologies dans le domaine agricole. Un laboratoire à ciel ouvert qui aide agriculteurs et producteurs à échanger bonne expérience et expertise. Fouad est un habitué du centre. Il s'y rend souvent pour s'enquérir des dernières avancées techniques. Donc c'est un centre qui a été créé en 2005, justement pour le transfert de technologie. Ça a été créé premièrement pour l'éradication du bromure du méthyle, mais après le centre a continué dans la même allée, pour essayer de trouver des solutions à la problématique de la région dans le domaine agricole. Entre autres, la problématique de l'eau. Aujourd'hui, on gaspille trop et on est en train d'épuiser la nappe phréatique. Dans le but de préserver l'environnement, le centre assure à ses membres un encadrement technique à la pointe du savoir agricole. Symposiums, séminaires et journées de formation sont régulièrement organisés sur les thèmes généraux et techniques intéressant la profession. Objectif, améliorer la production et la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Nous sommes ici en visite au centre qui a été bâti et construit par l'Association marocaine des producteurs exportateurs de fruits et légumes, l'APFL. L'objectif est d'initier des essais pour montrer aux agriculteurs les avantages et les inconvénients de chaque variété et pour que l'agriculteur puisse adapter son produit au marché de destination. Considéré comme une expérience pionnière dans la région, ce centre vise à soutenir et orienter les producteurs et exportateurs de légumes. L'APFL, l'Association marocaine des producteurs et exportateurs de fruits et légumes qui exploite ce centre, travaille depuis sa création à orienter ses membres vers de bonnes performances et une bonne gestion, une guidance continue, apte à développer le secteur agricole au niveau régional et national. À Rabat, la Commission nationale des stupéfiants a tenu sous la présidence du ministre de la Santé Khalid Haït Taleb une réunion de coordination pour étudier les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sur le cannabis et les substances apparentées. Les vertus thérapeutiques et médicinales ont été évoquées. Ala Benani pour les détails. Il s'agit d'une réunion autour des recommandations de l'OMS sur le cannabis et substances liées. Objectif, échanger et coordonner les idées et discuter ces recommandations et évaluer leur impact en cas d'adoption sur la politique antidrogue menée par le Royaume et particulièrement sur le volet cannabis. La réunion aujourd'hui, c'est la réunion de la Commission nationale du stupéfiant qui étudie les recommandations du comité d'experts sur les drogues et les addictions de l'OMS. Ces recommandations qui visent à reclassifier le cannabis et les produits dérivés du cannabis pour que le Maroc puisse préparer sa position officielle et pour voter lors de la prochaine réunion de la Commission nationale des drogues, la Commission internationale des drogues qui va se réunir du 2 au 6 mars prochain à Vienne. Les résultats de cette réunion vont être présentés au niveau de la prochaine réunion de la Commission des Nations Unies des stupéfiants pour voter sur la possibilité de l'utilisation de ce produit à des fins thérapeutiques ou non. Donc la Commission est en train de débattre sur cette question-là afin que le Maroc puisse voter et donner sa position légitime par rapport à cet usage thérapeutique. Le Maroc a signé et approuvé plusieurs documents, pactes et déclarations de l'ONU liés aux stupéfiants. Les discussions de cette réunion porteront sur la possibilité de reclassifier le cannabis et ses produits dérivés et préparer ainsi la position officielle du Maroc par rapport aux recommandations de l'OMS. Le débat sera également axé sur l'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques et de traitement de certaines maladies. Un mot sur la conférence internationale Marrakech Security Forum. L'événement était placé cette année sous le thème de la préservation de la stabilité de l'Afrique face au terrorisme et aux menaces globalisées. Plus de 150 participants issus d'une quarantaine de pays y ont pris part. Issam Abari et Ala Benani.
Le terrorisme en Afrique, la question est plus que jamais d'actualité. Le Marrakech Security Forum a démarré sa 11e édition ce vendredi autour de cette question cruciale. S'exprimant à cette occasion, Mohamed Benhammo, président du Centre marocain des études stratégiques, a fait savoir que l'édition de cette année mettra en lumière l'expérience marocaine en matière de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Le modèle marocain est présenté. C'est une stratégie globale et c'est une stratégie qui, bien sûr, aujourd'hui donc a montré son efficacité. Elle a montré aussi qu'elle a pu apporter des réponses à la question de la radicalisation et celle du terrorisme. Le président du CMES a aussi affirmé que si la région sahélo-saharienne a connu ces derniers temps une baisse des crises, elle revient avec force notamment à cause de l'émergence des menaces terroristes, la prolifération du crime transfrontalier et la faiblesse et vulnérabilité continue des forces de défense des pays de la région. Plusieurs personnalités venues de différents pays africains ont partagé leur vision pour lutter contre le terrorisme, qu'il soit individuel, organisé, étatique ou virtuel. D'autres ont souligné l'importance d'une union réelle et imminente de l'Afrique pour que ces pays luttent main dans la main contre ce fléau. Il faut que l'intégration africaine soit effective. Si l'intégration africaine est effective, il y a maintenant des possibilités. Le Maroc travaille dans l'excellence, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan intellectuel, sur le plan diplomatique, à tous les niveaux, pour pouvoir trouver des solutions endogènes, des solutions venant du Maroc, tout en restant ouvert vers les autres pays. Et c'est l'objet de ce forum qui vraiment a montré toujours son aura sur tous les experts qui viennent ici annuellement. Les intervenants ont également mis en avant l'importance de promouvoir une bonne gouvernance numérique comme préalable à la lutte contre les menaces sécuritaires en Afrique. Les débats lors de ce forum porteront aussi sur plusieurs thématiques, notamment la perspective stratégique africaine à l'aune des équilibres fragiles, le Sud, théâtre des guerres de 4e génération, le renseignement à l'ère de la mondialisation et des menaces globalisées, et la cyberguerre, nouvelles menaces et nouvelles géopolitiques. Parlons culture à présent. Pour sa 16e édition, le festival sur le Niger Ségou Art s'est penché sur la question de l'immigration clandestine. La représentation scénique a été confiée à l'école des arts et multimédia Balafaseke Kouyaté. La correspondance de Sangoulé Danyoko. Pour échapper à des quotidiens douloureux et à des lendemains incertains, ils sont nombreux chaque année à tenter l'expérience de l'immigration clandestine, le plus souvent via la Méditerranée. C'est cette problématique que la 16e édition du festival sur le Niger, Ségou Art, entend traiter cette année. À l'ouverture, les étudiants de l'école des arts et multimédia du conservatoire Balafaseke Kouyaté ont gratifié le public d'une représentation qui avait pour message. Chacun a mis dans son bateau qu'il portait et l'essentiel c'était de sentir qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. C'est avec tout ce qui se passe au Mali, ils veulent partir, c'est un fardeau. Et chez nous, on a Atlas qui a porté le monde sur son dos comme ça. Donc je voulais avoir cette référence-là et qu'on sente que c'est vraiment lourd et que ça fasse réfléchir les jeunes et qu'ils aient plus envie de repartir. Le succès de la représentation se mesurait par l'émotion qu'elle a suscitée au sein du public, ne manquant pas de raviver certains vieux souvenirs au point de faire couler des larmes. Quand on a des enfants qui partent et qui meurent en cours de route, vous voyez ce que ça fait? Donc vous avez des enfants qui ont perdu la vie dans la Méditerranée? Absolument. 3 neveux d'un coup. Après un mois de travail pour parvenir à cette prestation réussie, en s'appropriant le personnage des immigrés, les étudiants ne s'en sortent pas indemnes. Le conseil que j'ai à donner par rapport à ça quand même aux jeunes, qui ne se lancent pas dans l'immigration comme ça, car il n'est pas forcément dit que tous tes rêves seront réalisés là-bas. Partir ou rester et à quelles conditions? Voilà la difficile équation que les festivaliers vont tenter de résoudre sur les bords du fleuve Djoliba
dans la capitale du Balanzan, à Ségou. Un mot de sport dans cette émission. Le Maroc a remporté le titre du champion d'Afrique de karaté dans toutes les catégories au terme des épreuves du championnat organisé à Tanger. Le pays s'est adjugé le titre grâce aux 37 médailles décrochées, 15 en or, 13 en argent et 9 en bronze, devançant l'Égypte avec 29 médailles et l'Algérie 3e avec un total de 20 médailles. Écoutons la réaction du secrétaire général de l'Union des fédérations africaines de karaté. Nous assistons à une très belle compétition, très bien organisée. M. Zitoumi a fait quelque chose d'extraordinaire. Le président de la Fédération royale marocaine a fait quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons être heureux et fiers de savoir que le Maroc est un très grand pays de karaté. Donc moi je suis très content et très heureux. Terminons ce rendez-vous avec Croissance Verte, la production consacrée à l'environnement sur Medi 1 TV Afrique. Au Sénégal, le marigot de Mbao, à quelques kilomètres du centre-ville de la capitale sénégalaise, est un cas de pollution aggravé à Dakar. Des cours d'eau sont exposés entre autres par les eaux usées, les déchets domestiques et industriels. Cette situation qui date depuis plus de 10 ans préoccupe les populations environnantes et les autorités sénégalaises. Reportage de Daouda Sow et Sanoussi Sané. Mbao, un village de pêcheurs situé à la périphérie de Dakar, la vie va bon train sur le quai. Derrière cette quiétude des lieux, animée par moments par l'échouage des vagues et les activités des pêcheurs, une situation hante le sommeil des habitants de cette localité. Il s'agit des marigots de Mbao. Ces cours d'eau, jadis, faisaient le bonheur de la communauté Lébou, première habitante de la zone. Mais aujourd'hui, ils sont devenus source de problèmes. Ça saute à l'œil nu, avec le décor est lamentablement défavorable. Sur le plan social aussi, ça pose d'énormes problèmes. Dans la mesure où, en période d'hivernage, souvent le marigot déborde et qu'avec le versement ou le déversement des fosses septiques, les branchements clandestins, souvent ça fait un retour au niveau des populations, des maisons. Et qu'au niveau de la mer aussi, vu que le marigot communique avec la mer, souvent ils veulent que quand même débloquer le passage pour que le marigot verse au niveau de la mer. Et souvent les populations au niveau de la mer, ils ripostent. Aux riverains et autres visiteurs de Mbao, ces marigots offrent un décor peu reluisant. Entre des eaux polluées, de la pollution plastique, des déchets solides retrouvés ça et là aux abords comme sur le lit des cours d'eau, ce qui résulte de phénomènes naturels, mais surtout de l'action de l'homme. Il y avait un problème d'assainissement au niveau de Kermbeyfal. Les eaux de pluie aussi causaient beaucoup de problèmes avec les inondations. Et ils étaient obligés de faire ce raccordement-là avec le marigot. Néanmoins, le problème est peut-être au niveau de la tutelle. Ils ne font pas assez d'efforts par rapport à l'assainissement. Si tout le village était bien assaini, donc on n'aurait pas ce problème. Avec l'ONAS, il n'y a pas longtemps, il y avait un mouvement par rapport à ce marigot. Toutes les autorités étaient invitées à une rencontre pour parler du marigot de Mbao. Le préfet était là, la gendarmerie était là, l'ONAS, les services d'hygiène étaient là. Ils avaient pris des mesures, mais jusqu'à là, qui tardent à être mises en œuvre. Le marigot de Mbao est aujourd'hui l'une des dernières zones humides de la région de Dakar. À ce titre, un écosystème essentiel, fortement altéré par les pressions d'origine humaine, telles que l'urbanisme anarchique, la pollution entre autres. Le pouvoir central est ainsi interpellé par le biais du ministère de l'Environnement, les autorités municipales de Mbao, ainsi que les bonnes volontés. L'objectif est de faire de ce site naturel un espace d'épanouissement et un meilleur cadre de vie pour les riverains, même d'éventuels touristes. C'est ici que prend fin l'Afrique en mouvement. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique. À très bientôt.